Bonsoir. Confusion et térébarquisme. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et qui exprime vraiment la situation politique en Algérie où même les initiés, où même les barons du régime et tous ses alliés naturels tâtonnent dans le brouillard, où de visqueux tentacules se tordent dans la vase épaisse, où pèsent de noirs nuages qui annoncent l'orage et la crue des jours. Une confusion qui coule de source, systémique et incontournable, parce que tout sur quoi repose la logique du système n'est que tromperie, fraude électorale, institution de pure façade, ou jusqu'à la notion même de peuple, de droit, de citoyen, de citoyenneté sont galvaudés, où le compagnonnage a laissé place à la connivence et les bas calculs de scélérats prêts à toutes les forfaitures, à toutes les volte-face, à renier sans état d'âme ces fonds de commerce dont ils usaient pour tromper les foules grises qui s'engouffrent comme un seul homme dans tous les grossiers bobards, les professions de foi tonitruantes et ce patriotardisme codifié par un conditionnement pavlovien. One, two, three, viva l'Algérie. Mais t'en va la cruche à l'eau. Aujourd'hui, le train fou se rapproche de l'inéluctable butée, et si tant est que nous soyons dans le bateau ivre du poète, c'est alors que nous sommes tous embarqués sur le Titanic. J'ai le plaisir, encore une fois, d'avoir deux amis avec moi, habituels, compagnons des émissions que j'avais animées. Mon jeune ami Moussawar, enseignant, militant politique, l'un des organisateurs, si tant est qu'il y avait des organisateurs de la place de la République, le fameux Hirak. Et Hassan Herash, docteur Hassan Herash, enseignant, économiste et fervent militant pour la démocratie en Algérie. Alors, Moussawar, je vais commencer par vous. Place aux jeunes. Et je suis bien placé pour le dire. Alors, entièrement d'accord avec ça. Ah mais c'est nous qui plaidons tout le temps qu'il faut laisser la place aux jeunes et qui revenons de retraite pour occuper une place qui aurait dû être celle d'un jeune. Donc c'est un peu avec une mauvaise conscience que je le dis. Non, vous initiez beaucoup de jeunes comme ça. Merci beaucoup, merci. Moussawar, Abdelrahim Moussawar. Nous allons parler de deux événements, mais bien sûr, comme c'est un peu l'âme de cette émission, du moins celle que l'on voudrait pour elle, c'est que plus que de parler du factuel en lui-même, nous essayons de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce dont nous parlons, de ces événements, de ces phénomènes, de l'actualité, de la factualité. Deux événements. D'abord, la déclaration publique du ministère des Affaires étrangères qui vient justifier, ou justifier le régime auquel il appartient, sur le vote de l'Algérie au Conseil de sécurité, dont elle est membre permanent pour encore quelques semaines, et où il dit, il affirme, il assène que
l'Algérie a pris cette décision conformément à son âme profonde, à l'identité algérienne, à ses engagements, à ses convictions, et qu'il était même prêt à nous dire que c'était pour rendre service et servir la Palestine. Et il allègue même que l'Algérie reste droite dans ses bottes comme elle l'a été dans la question sahraoui, dans le Sahel, avec les partenaires étrangers, alors que nous savons que c'est des Bérézinas qui ont fini par isoler l'Algérie. Et la question sahraoui, où l'Algérie a reçu un véritable camouflet, enfin le régime algérien, et la question du Sahel, dont nous avons fait de tous les pays sahéliens des ennemis irréductibles, et les pays européens comme la France, l'Espagne, avec lesquels le régime a eu des problèmes énormissimes, et avec surtout la France, qui, vous savez ce qui s'est passé, et avec l'intérieur du pays où les militants, les citoyens qui osent murmurer seulement des petites revendications se retrouvent aujourd'hui en prison et se comptent par centaines. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur tout ça? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment expliquer cette tendance au coma politique de toute une société? D'abord, j'exprime ma joie et ma reconnaissance c'est-à-dire envers toutes ces personnes dont vous traitez de vieilles ou de personnes âgées, sachant que pour moi, la jeunesse, c'est dans l'esprit, c'est dans la tête, c'est dans l'âme des militantes et des militants. Autant on peut trouver des jeunes qui épousent facilement les thèses d'un système totalitaire, autoritaire, parce que, d'une façon ou d'une autre, ils sont privilégiés, on leur octroie des postes de responsabilité, ne serait-ce que pour une petite durée. On a aussi, je le dis en tant que jeune Algérien, on a des personnes qui sont peut-être moins âgées que nous, mais que nous avons le plaisir de côtoyer et dont nous découvrons de façon continue la jeunesse d'esprit et le militantisme sain. Le militantisme sain, là, vous voulez dire plus âgé que vous? Moins jeune, donc plus âgé que moi, bien sûr. Merci pour tous mes camarades qui ont nos âges. Bien sûr, là j'ai en face de moi Abdel Hassan, avec qui j'ai toujours le plaisir de partager des plateaux de télé, et je vous félicite pour la reprise des émissions sur plateau, sachant que j'ai commencé à passer à la télé avec El Magharibia il y a 6 ans, depuis le début du Hirak en 2019, ce qui montre que le Hirak est toujours là, ce qui montre que le Hirak est toujours dans les esprits des Algériennes et des Algériens, c'est que bien que nos frères et sœurs soient interdits de manifester, de sortir, d'exprimer leurs opinions, qu'elles soient associatives, qu'elles soient syndicales ou politiques, il y a des Algériennes et des Algériens à l'étranger qui profitent de toutes ces occasions pour exprimer tout haut ce que leurs frères et sœurs ressentent tout bas en Algérie. Même si le problème politique global, le problème global en Algérie peut être considéré comme un problème politique, il se réglera entre Algériens en Algérie, mais les Algériens de l'étranger ont toujours montré à travers l'histoire cet apport primordial, cet apport qu'on ne peut pas réduire, qu'on ne peut pas sous-estimer, notamment envers toutes les causes qui touchent à nos frères et sœurs en Algérie, à travers l'histoire. Sinon, je reprends une phrase qui a largement été dite il y a quelques années de cela, « Ma ashbah al-yawm bil-ams ». Ça veut dire que la situation en Algérie, qu'elle soit politique, diplomatique ou autre, est-ce qu'elle a changé? Elle n'a pas changé. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, absolument, comme on dit en français. Exactement. Alors, nous observons, nous analysons, nous constatons surtout qu'il y a une APS, qu'il y a un discours politique, un discours officiel entretenu et embelli par
le système qui nous gouverne, parce que quand ça devient une affaire de décennies, ce n'est plus un problème politique, c'est un système de gouvernance, donc ça dépasse les frontières, ça dépasse les décennies, ce qui nous ramène aujourd'hui à nous poser de réelles questions sur la sensibilité de la chose, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit politique, parce que ce chiffon rouge qui a longtemps été agité par le système en place comme la menace de l'étranger, la menace étrangère au niveau des frontières, comme l'ennemi, la main de l'étranger, malheureusement, le constat est avéré aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il l'a toujours entretenu qu'il a toujours eu raison, mais notre façon de voir, à nous, Algériens et Algériens, notre façon de voir le danger externe, notre façon de voir la gouvernance est totalement différente de celle entretenue par le système en place. Si le système entretient ce mensonge d'État depuis l'indépendance du pays jusqu'à aujourd'hui, il peaufine des discours teintés de bellicisme. Les Algériens, ils sont face à de vraies problématiques, à de réels dangers. C'est pour cela que je considère que dans l'opposition citoyenne, l'opposition du peuple algérien, la question de la sensibilité qui couvre ou qui entoure l'Algérie est une question sérieuse, ce qui n'est pas le cas pour le système en place. Si nous œuvrons à la préservation de l'Algérie, de son intérêt, de son avenir, de son devenir, le système en place, il œuvre à la préservation de soi-même, c'est-à-dire à sa préservation, à sa pérennisation, à sa continuité à la tête du pays. Mais Abdelrahim, qu'est-ce qui explique le régime a toujours été comme ça. Mais qu'est-ce qui explique que ça va de mal en pis? Par exemple, du temps de Bouteflika, que nous avons critiqué, mais alors d'une façon quasi outrancière. On n'a jamais arrêté de critiquer Bouteflika jusqu'à la fin de ce projet du 5e mandat et le Hirak. Mais avec Tebboune aujourd'hui, on a l'impression que Bouteflika était un génie, que la diplomatie algérienne du temps de Bouteflika était brillante, par comparaison, bien sûr. Que Bouteflika ou les gens qui régnaient au nom de Bouteflika avaient réussi à gérer, un tant soit peu, les rapports avec les autres nations de façon mesurée, de façon prometteuse, de façon qui laissait espérer, même s'ils disaient de beaucoup de mensonges et de façades en trompe-l'œil. Mais avec, là, comme on est aujourd'hui, un Tebboune qui arrive et qui vous dit « Palestine, khallouha aliya ». Palestine, c'est moi qui m'en occupe personnellement. La Palestine qui a toujours été utilisée en fond de commerce. Hein, tout le monde sait qu'ils s'en fichent éperdument, les gens du régime. Palestine dont il faut rappeler que l'Algérie, pour les Palestiniens, pour les gens palestiniens surtout, est le pays le plus estimé, comme ils disent eux, du monde arabe. En arrivé là, aujourd'hui en Palestine, tout le monde est en train de vomir le régime algérien pour ce geste dont il ne qui n'attendait pas après de telles professions de foi. Alors, qu'est-ce qui explique qu'un Tebboune, on arrive à ordonner non seulement de voter pour le plan Trump, mais plus que ça, il demande aux représentants de l'Algérie, M. Benjama, là-bas, de féliciter M. Trump et de le remercier pour ce plan. Qu'est-ce qui a provoqué? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est de l'aveuglement, à votre avis? Dans le monde aujourd'hui, le monde qui a connu la réélection ou le passage de Donald Trump pour le deuxième mandat aux États-Unis, nous voyons clairement qu'il s'agit d'un président des États-Unis qui n'a pas pour souci d'instaurer la paix. Il n'a pas pour souci d'instaurer la bienveillance dans le monde, c'est-à-dire à travers les peuples, les régimes, mais aussi les relations entre les pays, les relations diplomatiques. Ce que ramène Trump aujourd'hui, c'est ce qui est un facteur quand même assez à ne pas négliger, c'est cette mentalité que l'on peut appeler le trumpisme qui inclut les dislocations des États, qui inclut la non-reconnaissance des États de droit. Nous voyons clairement que le lendemain de son indépendance, il s'est permis de parler du ralliement du Canada, le ralliement du Groenland aux États-Unis. Ça veut dire que sur le plan diplomatique, c'est un président
qui veut montrer clairement que les intérêts, que l'unité des frontières des pays ne rentre pas dans son ordre du jour et que seuls les intérêts, non seulement des États-Unis, pas les États-Unis en tant que peuple, mais les États-Unis en tant que force impérialiste aujourd'hui, c'est ce qui prime le plus. Face à cette manœuvre qui a été menée pendant quelque temps, en ayant rallié ou en faisant rallier des pays à sa cause, notamment la normalisation des relations avec l'État colonisateur d'Israël, le système algérien ayant eu une faiblesse, parce qu'on ne peut pas être fort sur le plan diplomatique à l'étranger en emprisonnant ses enfants, en interdisant l'expression. Si on ne respecte pas les fondamentaux de son pays, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une puissance étrangère qui va respecter les fondamentaux de son propre pays. Alors, avant de donner la parole à Hassan, nous allons voir une petite vidéo. Partis internes se sont aujourd'hui élevés contre la diplomatie algérienne, critiquant la position que notre pays a adoptée face à la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU relative à la question palestinienne, en particulier à la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza. Des critiques jugées infondées par plusieurs observateurs qui y voient un manque de compréhension du fonctionnement diplomatique, une méconnaissance de la position constante de l'Algérie et des calculs politiciens étriqués. La ligne du pays reste claire et cohérente, un soutien ferme au peuple palestinien et à sa cause légitime. Les partis à l'origine de ces déclarations doivent pleinement comprendre que les agendas politiques et partisans n'ont pas leur place dans la politique extérieure de l'État. Alors, Hassan, on est en train de nous dire, là c'est une dépêche de l'APS, il est en train de nous dire, personne ne doit se mêler de cette histoire, ça relève exclusivement des attributions, j'allais dire, souveraines du chef de l'État, du seul chef de l'État. C'est comme par exemple de déclarer la guerre, ça relève en effet de ses prérogatives, lui seul. Mais ça ne veut pas dire qu'il le fait comme il veut. Par exemple, il décide demain de déclarer la guerre au Mali, au Maroc. Il ne peut pas le faire. Il le fait dans un contexte, dans un cadre légal, dans un cadre de consultation et d'expression, y compris populaire. Alors là, on nous dit non, personne n'en parle. Monsieur Tebboune a décidé, c'est la messe est dite. Oui, il y a même un exemple, interne cette fois-ci, pas externe. C'est qu'il y a eu, du temps de Bouteflika, la mise sur pied d'une académie à Mazir. Et dès que Abdelmajid Tebboune est arrivé, cette académie a été mise sous le boisseau. Elle n'existe plus. Donc effectivement, sur un certain nombre de registres, comme celui-ci, qui est fondamental pour l'histoire, pour la cohésion, pour la cohérence, etc., de notre peuple, de notre pays, et même la crédibilité de l'État algérien. C'est-à-dire qu'il y a eu une signature de l'État par le précédent président, et puis hop, plouf, plus rien. Donc, pour revenir à l'actualité, donc aux questions nombreuses que vous venez de soulever, il y a plusieurs registres, en fait, plusieurs questions dans cette question. Un, la problématique de l'APS. Bon, c'est une agence normalement de presse qui devrait tout simplement parler des faits, rapporter les faits, et c'est aux autres journalistes de commenter, avec évidemment chacun sa sensibilité politique, sa sensibilité idéologique, son parcours, ainsi de suite. Or là, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire c'est une APS qui, depuis que l'on connaît cette agence, malheureusement, s'érige comme si c'était l'État lui-même, comme si c'était l'État qui parle. Et en plus, de quelle façon ça parle? Avec une langue de bois, pas possible, des années 60. On se croirait encore malheureusement au temps de Khrouchtchev. Et ce ne sont même plus des dépêches, ce sont des professions de foi. C'est ça. C'est incroyable. C'est la langue de bois, c'est emphatique, et ça, malheureusement, ça n'apporte aucun élément factuel. Et on empêche en même temps aux autres de critiquer. C'est-à-dire que critiquer
les professions de foi dont vous parlez revient à dire que vous êtes ennemi de la nation, vous êtes les néo-ceci, les néo-cela, inféodés à je ne sais pas qui, ainsi de suite. Donc, il y a cette susceptibilité maladive qui fait que la critique qui aurait pu être normalement des pistes d'amélioration, d'ailleurs une critique qu'on la prenne ou pas, on peut la considérer comme une piste d'amélioration, alors même qu'on n'a pas envie de tout de suite la prendre au sérieux, la mettre de côté pour plus tard, pour des discussions, etc. Mais là, en ce qui concerne l'APS, mais malheureusement pas que l'APS, dès lors qu'on émet une critique, comme ça vient d'être fait par notre ami Abdelrahim, hop, ça va être considéré comme étant des attaques. Et d'un point de vue, si on veut sortir de la politique politicienne, si on parle globalement sur notre pays, où il faut donc prendre en compte évidemment le domaine psychologique, il s'agit tout simplement de la paranoïa d'État. C'est-à-dire que tout ce qui sort en dehors du cercle décideur, il faut fusiller. Il faut mettre des murs infranchissables pour que justement la parole de l'autre ne puisse pas être crédible, ne puisse pas être écoutée, ne puisse pas être entendue, ainsi de suite. D'où d'ailleurs cette télévision que je découvre pour la première fois, je vous en félicite d'ailleurs, malheureusement, elle n'est pas à Alger. On aurait voulu qu'elle soit à Alger. Donc, et pour revenir en... Alger, il ne peut y avoir que des télés mercenaires. Je le dis haut et fort. Et des journaux mercenaires. Parce qu'il n'est pas possible en Algérie de pouvoir s'exprimer librement, même en restant dans la limite de la correction, du respect du droit, ça, c'est indispensable, de la loi. Tout à fait. Si jamais vous vous avisez à critiquer les barons du régime, les despotes qui ont pris le contrôle de tout un pays, de tout un peuple et du destin de ses propres enfants, vous allez en prison ou alors on vous calomnie, on vous casse. C'est de cette façon-là, d'ailleurs, que des Chérif Mellal, que des Mohamed Tajaddit, que des Madame Moknash, que des gens comme Karim Tabou, etc., soit qui a connu la prison. Absolument, soit sont emprisonnés, soit sont enchaînés, en tout cas bâillonnés, etc. Voilà. Ceci dit, à partir du moment où nous sommes sur une chaîne où la liberté d'expression existe, je me permets justement, parce que nous, on est contre la langue de bois, on est contre le fait qu'il y ait qu'une idée qui puisse être acceptée. Moi, je relativiserai quand même ce qui a été dit par rapport à la position de l'Algérie, aussi bien pour la Palestine que pour le Sahara occidental, notamment pour le Sahara occidental. J'ai lu et relu la résolution qui a été adoptée et qui n'a pas été signée par l'Algérie, puisque l'Algérie a été même absente. Elle s'est retirée carrément du moment... Elle aurait pu faire pour la Palestine aussi. Par exemple. C'est le minimum, le SMIC de la dignité. Après, on reviendra sur ce sujet. Abstention. On reviendra sur ce sujet. Donc, pour le Sahara occidental, en l'ensemble des dispositions de la résolution, je veux dire qu'il n'y a eu ni perdant ni gagnant. Je veux dire, le Maroc n'a pas gagné la partie non plus, malgré son acceptation des accords d'Abraham qui sont devenus l'alpha et l'oméga du droit international. Ça a remplacé carrément le droit international. Alors vous acceptez ça, eh ben on vous applaudit et puis vous pouvez agir de façon, on va dire, avec une grande marge. Vous ne les acceptez pas, on se méfie de vous, on essaie de vous bloquer, de vous mettre à l'index, etc. Donc, dans chaque point de cette résolution-là, quand on parlait de l'autonomie dans le cadre marocain, c'est toujours suivi aussi, non, de l'autonomie sur la base donc, de la proposition marocaine, c'est toujours suivi dans le cadre du droit international. Du droit international. Et le maintien de la MINURSO, qui était justement mis sur pied pour l'autodétermination du Sahara occidental,
Au départ, elle devait être maintenue que pour 3 mois, c'est ce que Donald Trump a essayé d'imposer. Elle a été quand même prorogée d'une année. Ce qui veut dire quand même qu'il y a une marge de manœuvre, encore une fois. Le troisième point qu'il faut souligner et qui est extrêmement important, c'est que jusque-là, le Conseil de sécurité a toujours, demandé à 2 parties, en l'occurrence le Front Polisario et le Maroc, de se mettre d'accord, de trouver des points de consensus, etc., de travailler ensemble. En revanche, cette résolution rajoute la Mauritanie et l'Algérie. C'est-à-dire qu'il place quand même les 2 autres, je ne dirais pas belligérants, mais ni protagonistes, mais partenaires, parties prenantes. Merci pour le mot. Les 2 autres parties prenantes, en leur demandant de trouver d'autres idées, de trouver d'autres solutions, de travailler dans le cadre du droit international. Donc moi, je ne dirais pas que l'Algérie a perdu la partie, pas du tout. Elle n'a pas gagné non plus. Mais le Maroc a gagné non plus. Pardon ? Ni le Maroc a gagné non plus. Voilà. Ni le Maroc a gagné, ni il a perdu. Donc une espèce de statu quo, mais avec un point quand même, un demi-point supplémentaire, pour ne pas paraître trop enthousiaste par rapport à l'Algérie, c'est que l'ONU demande à l'Algérie et la Mauritanie de s'impliquer et de trouver des solutions. Donc, concernant maintenant le problème palestinien, il est évident que c'est extrêmement difficile dans la mesure où voter pour le texte, on a vu évidemment les critiques, etc., ça veut dire accepter le fait que Donald Trump et son plan soient acceptés par la communauté internationale, y compris les soutiens des Palestiniens. Ne pas voter, ça veut dire s'abstenir, ça veut dire quand même qu'on n'a pas le courage de s'opposer, ni de se positionner tout simplement comme étant un acteur de la solution. En l'occurrence, Hassan, pardon de vous interrompre. Oui. En l'occurrence, on est là pour débattre. Hein. Bien sûr. En l'occurrence, non seulement l'Algérie a voté oui pour le plan, elle ne s'est pas abstenue. Elle a voté oui. Ça veut dire qu'elle a avalisé, elle a béni. Mais il y a aussi le fait qu'il a été demandé aux représentants de l'Algérie auprès des Nations Unies de remercier Trump pour son initiative. Ce qui a provoqué tout aussitôt une levée des boucliers auprès des Palestiniens, de la rue palestinienne, de la rue Gazaoui ou de ce qu'il en reste, au point où, comme on dit, les factions palestiniennes, qui sont en fait la résistance palestinienne, ont clairement désavoué particulièrement la position algérienne. Et c'est le peuple palestinien, c'est le premier concerné. Il regrette surtout qu'il n'y a pas eu l'émission d'une seule petite réserve. Ça veut dire notamment celle d'Israël qui a pris une très large bande de Gaza, qu'il a déjà appelée bande de sécurité ou quelque chose dans le genre, mais dont tout le monde sait qu'elle ne s'en retirera jamais, comme à son habitude. Après, personnellement, encore une fois, j'essaye d'être un observateur, donc de ne pas avoir un parti pris. Les pays qui ont été, qui ont été désignés comme étant ceux qui vont, assurer le suivi de ce plan, ce sont la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte. Donc, eux-mêmes ont remercié Donald Trump. C'est-à-dire, et qui sont acceptés par les Palestiniens comme étant ceux qui vont justement assurer ce suivi-là. Oui, mais pardon encore une fois de vous interrompre, mais eux,
l'Arabie Saoudite, la Turquie qui est membre de l'OTAN, et les autres pays qui ont aussi remercié Trump, ils relèvent d'un certain ancrage, pour rester poli. Oui, moi, ce que je déplore, ce n'est pas le fait que l'Algérie ait signé cette résolution, c'est le fait qu'elle n'a pas pu, justement, être un des acteurs principaux, qu'elle ne soit pas, justement, parmi ces États qui vont faire le suivi. À partir du moment où l'Algérie a soutenu de façon, mais alors, inimaginable, jusqu'à devenir effectivement un fonds de commerce, il faut rappeler quand même que c'est à Alger que la première fois l'État de Palestine a été reconnu. Raison de plus. Toutes les franges, justement, palestiniennes, toutes les parties prenantes palestiniennes, toutes les tendances politiques se sont retrouvées à Alger. Il faut le rappeler pour nos téléspectateurs. Et là, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de marge de manœuvre dans la mesure où ce qui est urgent, c'est comment instaurer une force multinationale pour protéger justement les Palestiniens. On a vu qu'un cessez-le-feu, malheureusement, c'est à sens unique. On a bien vu qu'il y a eu des centaines de morts depuis le cessez-le-feu. Et donc, et qu'on a affaire à un État voyou, l'État israélien, et qui s'en fiche complètement des résolutions qui du est droit. D'ailleurs contre le plan Absolument. Trump. Lui est contre. Ouais. Ce qui veut dire, justement, que s'il est contre, ça allait dans son sens. Aller dans le sens Pas forcément, Hassan. Il est quelque contre part, oui, parce que lui, il est extrémiste, qu'il veut tout, qu'il refuse la reconnaissance d'un État palestinien. De mon point de vue. Que son seul objectif, c'est de se débarrasser de tous les Palestiniens de Palestine. Bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire que... L'idée, deux idées centrales, de mon point de vue, trois idées centrales. Première idée centrale, c'est agir dans l'urgence absolue pour nourrir cette population. Parce que c'est une population en état de famine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la protéger des bombardements, etc., des incursions de l'armée, etc. Donc, en mettant une armée, une force multinationale. D'interposition. Voilà. Troisièmement, que l'on puisse commencer comme un commencement de résolution où on a parlé quand même d'une possibilité de deux États dans cette résolution-là. Donc, voter contre... Mais c'était ça. Juste un dernier mot. Oui. Être contre la possibilité de ces éléments qui sont imposés par Donald Trump, parce que c'est le seul, malheureusement, qui peut imposer ce suivi-là, cette réalité-là à Israël. Sans Donald Trump, tout cela est impossible. Et donc, Mais si on c'était que ces trois points, est devant le mur. Mais si ce n'était que ces 3 points que vous venez de citer, personne ne serait opposé à un vote. Je dis que c'est les trois. Ce serait l'idéal, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Là, en l'occurrence, ce plan prive le peuple palestinien d'un quelconque contrôle sur sa propre destinée. D'une représentation. Il le place sous tutelle. Absolument. Dont on imagine Absolument. que les gens qui vont prendre le guidon ou le volant seront très certainement plus acquis à Israël et à ses intérêts qu'aux Palestiniens, comme c'est le cas du nom qui a été cité, rappelez-moi l'ex-premier ministre britannique... Tony Blair. Tony Blair. Le problème, c'est que ce plan vise principalement à servir les intérêts des Israéliens. Il n'a même pas émis de réserve suffisante pour demander, ne serait-ce que aux Israéliens de se retirer dans les frontières précédentes de Gaza. Sauf que l'Algérie, juste un dernier mot, sauf que l'Algérie n'a pas les moyens politiques, géopolitiques, stratégiques, n'a pas les moyens d'influer sur ce genre de décision. Simple abstention aurait suffi. Et s'abstenir aussi de féliciter le Trump pour son plan.
Moi, je préfère que l'Algérie vote la résolution, mais qu'il s'abstienne effectivement de féliciter Donald Trump. Si je peux me permettre, dans ce sens, et comme tu l'as bien dit, Hassan, c'est qu'il faut qu'on regarde les choses de façon réaliste. Les 2 années de prise de position qui ont été saluées à travers le monde par des populations au monde, notamment tout ce qui a été proposé, tout ce qui a été pris comme position de la part de Benjamin, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'était l'un des rares pays qui à chaque fois rappelle les souffrances du peuple palestinien. J'adhère totalement. Ça, c'est une réalité. Tout particulièrement, je l'ai dit hier, moi j'ai beaucoup de respect pour cet homme, pour sa position, pour son attitude. Et ce qui est important... Je suis sûr qu'au fond de lui, il n'adhère pas à cette... Absolument. Scélératesse. Pardonnez-moi. Je pense qu'il a même été obligé, il a été forcé de dire que les positions qu'il a prises depuis 2 ans, c'était celles de Abdelmadjid Tebboune. Or, pendant 2 ans, les positions de Ahmed Benjamin, c'était les positions du peuple algérien, de l'Algérie avec sa population vis-à-vis de la question palestinienne. Mais aujourd'hui, la lecture que l'on peut avoir aussi d'un autre angle concernant ces propositions, parce que si vraiment un certain Donald Trump, s'il œuvrait à la paix dans le monde, lui qui promettait la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, lui qui promettait la fin des hostilités par-ci, par-là dans le monde, il n'a pas... lui qui agresse le Venezuela. Lui qui agresse le Venezuela et qui demande depuis quelques prix jours. Nobel en il même n'est temps. Pas là. C'est ça. Le prix Nobel ne se revendique pas, ça se mérite. Aujourd'hui, ce n'est plus le prix Nobel, c'est le prix des peuples qui compte le plus. C'est-à-dire ce qu'ils veulent, la finalité, ces projets, mettre Gaza sous tutelle, etc., c'est une façon de maquiller un élément essentiel dans l'histoire de la Palestine. Ça s'appelle la colonisation. On passe d'une colonisation forte, d'une colonisation inhumaine, d'une colonisation qui ressemble à celle de l'Afrique du Sud et d'Algérie, une colonisation où l'on tue, où l'on essaie d'effacer la culture, l'identité, d'effacer la personnalité d'un peuple palestinien vers un processus qui sera mené dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies sur un papier, tout simplement pour faire abdiquer les Palestiniens et de leur faire accepter l'idée que désormais ils devront vivre sous la colonisation israélienne. Aujourd'hui, c'est la guerre c'est la guerre des mots. Après le fameux projet de Riviera. La Riviera, où ils n'auraient eu aucune place, où ils étaient appelés à dégager. Absolument. Mais donc aujourd'hui, il faut quand même, pas juste une petite parenthèse, il faut quand même remarquer qu'on n'en est plus à la Riviera et qu'il y a eu quand même un recul, y compris de Donald Trump. Parce que c'était de toutes les façons un projet infaisable. C'est la fenêtre. C'est la fenêtre d'Overton qui s'est ouverte. C'est ce qu'ils essayent de faire au Sahara occidental. C'est de balancer des projets, balancer des mensonges grotesques pour faire passer le minimum de ce projet. Le projet, ça s'appelle effacer l'existence de la Palestine. Dès qu'on met Gaza sous tutelle d'un certain nombre de pays, y compris l'Algérie, les principes fondamentaux de la guerre de libération d'Algérie, c'est de soutenir toutes les populations du monde qui luttent pour leur indépendance et ne pas s'ingérer dans les affaires internes des pays. Aujourd'hui, Donald Trump, non seulement il veut s'ingérer dans les affaires internes de Gaza pour effacer Gaza de la Palestine, les peuples du monde, ils disent non. S'il y a cette mémoire qu'ils veulent effacer, les peuples dans le monde, ils disent Gaza fait partie intégrante de la Palestine et les peuples rappellent les résolutions de l'ONU de 1967, là où un nombre très important de villes palestiniennes qui étaient reliées l'une aux autres. Le projet d'aujourd'hui, il n'est là que pour maquiller la colonisation et lui donner une nouvelle dimension qui ne dit pas son nom. Hassan, avant de vous donner la parole, juste une précision, j'exprime mon point de vue personnel. Vous avez dit que c'est pareil, la Riviera pour le Sahara. Ils veulent faire une Riviera au Sahara occidental. Personne, de mon point de vue, n'a demandé aux Sahraouis de dégager et de laisser la place vide pour les touristes milliardaires et les populations sahraouies, selon les thèses marocaines de leur projet, prennent en compte les Sahraouis comme habitants naturels et légitimes de leur territoire. Même s'il y a en l'occurrence
un projet d'autonomie et non pas d'indépendance. Mais on ne peut pas dire que la Riviera, c'est aussi au Sahara. Mais je vous laisse votre... c'est mon point de vue. Mais après, on pourrait revenir sur ce sujet, mais oui. vous vouliez prendre la parole pour répondre à... C'était juste pour dire que moi, ce qui me fait peur véritablement dans cette résolution et la suite, c'est qu'on ne parle pas de la Cisjordanie. Parce qu'à partir du moment où on met le focus sur Gaza et qu'on oublie et qu'on laisse... la colonisation. Il y a aujourd'hui 700 000 colons en Cisjordanie. Alors, avec des dépossessions tous les jours. Absolument. Toutes les minutes. Les dépossessions, les assassinats, les arrestations, les lynchages. Absolument. Ouais. Même la pollution des terres palestiniennes chaque jour. Oui. Donc tout ça, évidemment, est complètement inhumain, complètement monstrueux. Et donc, comment, même dans le cadre d'une résolution sur Gaza, comment faire une jonction, justement, avec la libération de la Cisjordanie? En fait, tout le problème est là. Tout le problème reste posé, complètement posé. Maintenant, juste un mot par rapport au peuple sahraoui. On ne parle pas de Riviera. C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on leur dénie carrément l'existence. On leur dit il n'y a pas de peuple sahraoui. C'est un territoire qui appartient au Maroc, c'est historique, point, etc. Donc, et on appelle aux Sahraouis qui veulent se soumettre, vous venez, les autres, on n'en parle pas. Je veux dire, les centaines de milliers... J'espère que nous aurons l'occasion de faire une émission sur ça. Oui, oui. Où vous serez très certainement conviés, ainsi que d'autres qui avec grand plaisir. Ou contre vous ou avec vous. Alors, moi, la question, avant la fin de cette émission, la question qui me tient à cœur, que se posent beaucoup d'Algériens et beaucoup de Palestiniens. Pourquoi Tebboune, ou le système Tebboune, a décidé de voter oui pour le plan Trump, pour le plan américain? Est-ce, et c'est ma conviction profonde, parce qu'il a une peur bleue de Trump qui pourrait, avec l'outrance qu'on lui connaît, le balayer du jour au lendemain? C'est une question que je vous pose à vous deux. Non, mais il est évident que nous sommes dans une configuration mondiale qui a complètement changé. Avant, le positionnement de l'Algérie officielle, c'était très simple. C'était s'aligner sur l'Union soviétique. À partir de là, puisque c'était ou l'Est ou l'Ouest... Ça date, hein, c'est une histoire qui date. Oui, mais c'était un parapluie, extrêmement commode. Donc dans les relations internationales notamment. Donc à partir de 91, ça commence à s'effilocher petit à petit, bien que à un moment on était plutôt arrimé à Moscou parce que la politique de Poutine était en quelque sorte une espèce de réhabilitation de la politique internationale du temps soviétique. Mais maintenant que la Russie elle-même est en difficulté et qu'elle a carrément... Et qu'elle se détache de l'Algérie de façon quasi visible. Absolument. Qu'elle règle ses dossiers un par un. Oui. C'est-à-dire en fonction de ses intérêts immédiats et en ne confondant pas justement l'ensemble des dossiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique globale. Tout est tronçonné aujourd'hui. Qu'est-ce que je gagne sur ce dossier-là, qu'est-ce que je perds, ainsi de suite. Et du coup, effectivement, la preuve, l'attitude de la Russie dans l'adhésion de l'Algérie au BRICS. C'est ça. Elle l'a lâché proprement. Absolument. Et c'est ça que l'Algérie devrait comprendre, doit comprendre. Oui, mais est-ce que M. Tebboune a agi dans une attitude, dans un réflexe de panique, de peur, d'être chassé du pouvoir? Moi, je dirais que comme tous les pays qui sont confrontés aux États-Unis aujourd'hui, que ce soit pour les taxes, que ce soit pour la géopolitique, que ce soit pour les importations-exportations, que ce soit pour l'augmentation de la part du budget militaire au niveau du PIB, etc., notamment en ce qui concerne l'Europe, mais pas uniquement. Évidemment que c'est une question de rapport de force
et qui sont obligés d'obtempérer. Oui, donc, mais Tebboune a l'Algérie- asséné Donc- publiquement à travers la télévision que nulle puissance au monde ne peut l'impressionner, ni lui dicter sa conduite, ni... Aujourd'hui- il l'a dit avec une force remarquée. Donc aujourd'hui, se coucher comme ça, pardonnez cette façon triviale de s'exprimer, mais... Monsieur Benchenouf, ils ne vont pas dire, écoutez, là, c'est plus fort que nous, on s'est couché. Donc il faut quand même garder une certaine dignité, comme le fait d'ailleurs l'Europe, qui s'est couchée, mais qui dit souveraineté européenne. Quand on entend Macron, on a l'impression que c'est le président du monde, alors qu'il est assujetti à la force trumpienne. C'est une logique systémique. Donc c'est une réalité, comme tu disais tout à l'heure. C'est une logique systémique qui ne tient pas compte des réalités populaires. J'essaie de répondre à cette question, effectivement, qui me semble très importante, parce que tout simplement, l'Algérie fait partie de ces pays, à travers l'histoire, hein, notamment depuis la prise de pouvoir de ce système en 1962, c'est un pays qui entretient de façon un peu contradictoire des relations et avec le bloc russe, c'est-à-dire l'URSS, mais aussi avec les États-Unis. Selon les registres. Selon les registres, selon les questions, selon les rapports. C'est comme ça d'ailleurs qu'on disait de Boumediene à l'époque. On disait qu'il clignotait à gauche pour aller à droite. Pour aller à droite. C'est exactement ça. Clignoter à gauche et tourner à droite. Voilà. Tourner à droite, effectivement. Il disait ça à son chauffeur. Clignote à gauche et à droite. D'ailleurs, c'est ces relations diplomatiques du discours officiel de l'Algérie. Pardon de vous interrompre, mais juste très peu et je vous laisse finir jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'il ne reste plus de temps. Alors, il assène que nulle puissance au monde ne peut faire pression sur lui, que l'Algérie est une force de frappe, que la Palestine, la Palestine, je m'en occupe. Sachant que les Palestiniens ont une estime inimaginable pour les Algériens. Et là, non seulement il fait voter l'Algérie pour le plan Trump, qui est un plan scélérat, chafouin, qui cache ses véritables desseins, du moins c'est mon point de vue, mais en plus, il demande aux représentants de l'Algérie de féliciter, de remercier Trump de façon publique et à l'international. Et enfin, l'APS qui nous pond une dépêche où ils nous disent personne ne doit se mêler, c'est Tebboune et Tebboune seul qui décide. Personne ne doit se mêler. Tebboune a décidé de l'accord, ok, c'est lui qui décide, vous n'avez rien à dire. Un dernier mot après Oui, par rapport à ça. Oui. Quand il s'agit de la question palestinienne, nous avons un système qui est même capable d'instrumentaliser cette question à des fins bien précises. Je m'explique rapidement. C'est que lorsque ce système regarde l'historique, l'histoire, des relations, des rapports, qu'ont les Algériens, le peuple algérien, vis-à-vis de la cause palestinienne, c'est les 2 années de Benjamin à l'ONU. C'est exactement la reprise des positions algériennes, du peuple algérien, face à la question palestinienne. Mais aujourd'hui que les risques sont réels, les risques aux frontières, parce qu'avoir les armées israéliennes et américaines à l'ouest, au Maroc, avoir une situation aussi instable que dangereuse vers le sud, Haftar en Libye, les Émirats qui s'ingèrent dans les affaires du Mali, etc., le danger, il est là. Nous ne le voyons pas de la même façon. Le système, il est même capable de compromettre l'avenir de l'Algérie pour se sauver lui-même. Le rapport, ce qui s'est passé d'ailleurs, ce vote après la prise de position de Benjamin pendant 2 ans, et que l'on vote une résolution d'un certain Trump qui ne garantit jamais la paix dans le monde. Un Trump qui est là pour disloquer, pour provoquer la chute des États, tout simplement pour les intérêts impérialistes des États-Unis. Le système en Algérie, il sent que le danger est là. Mais le danger qui pèse sur l'Algérie, il pèse aussi sur le système. C'est pour cela qu'il est primordial pour lui de lever la main et de dire « je suis pour le plan proposé par Donald Trump ». On cherche une protection de la part des impérialistes, de la part de Donald Trump, mais on oublie
la volonté populaire. Jamais l'Algérie n'a été aussi respectée que pendant les années du Hirak. Des millions d'Algériens dans les rues, des dizaines de milliers d'Algériens à l'étranger, ils ont montré une image cruciale au monde, c'est que l'Algérie, c'est le peuple, la vraie diplomatie, c'est la diplomatie populaire. Ne touchez pas à l'Algérie. C'est le peuple qui a protégé l'Algérie de ces dangers. Hassan, le mot de la fin. Il va de soi que sans l'adhésion du peuple algérien, sans sa participation, sans sa dignité, évidemment, l'État algérien est forcément plutôt dans une pente de faiblesse. C'est-à-dire que s'il y a le peuple derrière lui, il est évident que c'est une force inimaginable. C'est un soft power que de respecter son peuple et de le faire participer aux affaires de l'État. Maintenant, quant à votre question directe, je vais être honnête. Il faut prendre en compte ce qui est, le factuel. Donald Trump, tout le monde le sait, tout le monde le dit maintenant, c'est un narcissique, un grand narcissique, c'est un malade. Donc, un narcissique, il faut effectivement aller dans son sens pour pouvoir lui faire accepter d'autres idées éventuellement. Et tout en s'abstenant quand même, et là je vous rejoins, de l'auto-applaudissement, de l'autosatisfaction, de faire du zèle. Et d'interdire à son propre peuple de dire son mot. Absolument. Ça, on est totalement d'accord. Y compris sur la question palestinienne. Absolument, surtout pour la question palestinienne. Mais on est obligé de tenir compte de l'imprévisibilité de Donald Trump, de son narcissisme. Et on a vu comment au moment où il signait les accords avec le Hamas, au moment où il signait les accords avec les Iraniens, paf, tout de suite les bombardements, tout de suite il fait exactement le contraire. Donc rien n'empêche aujourd'hui aussi qu'il fasse le contraire. Et donc, de mon point de vue, il faut lui dire OK, c'est-à-dire le prendre au mot. Après on voit. C'est un point de vue. Très bien. Merci Hassan Hirsch, merci Abderrahim Moussawar. Je rappelle que cette émission et toute la chaîne, je présume, j'en suis certain, est ouverte à tous les avis, aussi extrémistes soient-ils, aussi extrêmes, pardon, soient-ils, mais qui restent corrects. Donc nous accueillerons avec plaisir, y compris le représentant même du régime, du système, les Baltagia dont nous, y compris la PS, Baltagia bien sûr exclu. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous.